fait le constat au MRAX que lorsqu'on se laisse aller à nos activités quotidiennes, l'actualité nous submerge. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait quelque chose qui se produise. Un cas d'antisémitisme, un cas d'islamophobie, un problème de discrimination lié aux tziganes, un problème lié aux subsahariens. Enfin, il y a toujours de problèmes malheureusement. Donc on s'est dit, il ne faut pas se laisser porter par l'actualité. Il faut aussi pouvoir être proactif. Donc on va fixer des priorités. Et l'enseignement est une priorité qui s'est imposée d'elle-même, évidemment. Pourquoi? Parce que le- le- les discriminations qui se situent dans l'école sont non seulement inacceptables de par le fait qu'elles se produisent, mais aussi parce qu'elles hypothèquent l'avenir des individus qui fréquentent les établissements. Donc là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et on a consacré nos assises de l'antiracisme. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le temps, entre antiracistes, de prendre une question comme celle-ci, d'aller au fond des choses, d'essayer de bien comprendre pourquoi ça bloque, où ça bloque. Le racisme, c'est pas seulement un élève qui insulte un autre élève, c'est beaucoup plus profond que cela. Et donc on a voulu aller au fond des choses, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc il n'y a pas spécialement d'ordre précis de témoignage. Cette histoire en 2005, cette exclusion par rapport au foulard a failli complètement gâcher sa vie scolaire. La classe était sale et Madame la titulaire sort dans ce contexte la phrase suivante. Les cochons sont plus propres que les Marocains, provoquant les rires des enfants non visés. On m'explique chaque fois, mais on n'a pas le moyen, il y a des problèmes. Chaque fois, il y a des excuses. Dire que je suis devenu quelqu'un qui gêne dans l'école. Le professeur de français nous disait que ça servait à rien de nous donner des cours de français parce que nous allions être les futurs éboueurs du pays et que en tant qu'immigrés, en tant que futures personnes qui allaient être au service des autres, le français n'était pas utile, avoir quelques notions de français suffisait. Quand les enseignants ont en tête que cet élève-là, vu son entourage familial ou vu ce qu'il est, comment il se comporte, il n'y arrivera jamais. Elle s'est amusée vraiment à chercher, elle dit mais ça sent la vanille coco ici, et du coup elle avait fini par faire venir une petite fille africaine et elle avait dit ah c'est toi qui sens si bon avec une tête vraiment méchante, et puis après ça elle m'a dit je crois que c'est à cause d'elle que j'ai des allergies, et enfin c'était vraiment insupportable d'être dans cette classe. On travaille en plusieurs niveaux. On travaille au niveau de l'accès à l'école. C'est la question des inscriptions. Lorsque vous laissez faire les établissements, trop de préfets, trop de directeurs sélectionnent les élèves sur base sociale, on le sait, mais aussi sur base de l'origine ethnique, nationale ou religieuse de la couleur de peau. C'est tout à fait inacceptable. Mais certains directeurs sont vraiment convaincus que s'il y a trop, entre guillemets, d'arabes dans l'école, ben ça dévalorise l'école. C'est absolument scandaleux. Donc il y a un travail à faire au niveau de l'accès à l'école. Je suis ici en tant que président de la plateforme locale de concertation pour l'enseignement primaire à Caen. Depuis 2002, les élèves ont un droit absolu de se faire inscrire dans l'école du choix de leurs parents. Le nouveau système d'inscription à Gand qu'on donne aux parents la possibilité d'un enregistrement par l'Internet. La procédure donne au maximum un seul billet d'entrée à chaque enfant, en tenant compte, premièrement, et ça c'est très important pour expliquer aux gens, en tenant compte premièrement du choix des parents, deuxièmement du nombre de places vacantes et troisièmement, en troisième place, du critère de proximité. Pour les enfants qui sont nés en 2007, c'est-à-dire les plus petits, le pourcentage qui a reçu un billet d'entrée, c'est 91%.
Il y a aussi un travail à faire au niveau du contenu même de l'établissement. Ce n'est pas normal, par exemple, pour prendre l'exemple des programmes scolaires, ce n'est pas normal, lorsqu'on enseigne la Seconde Guerre mondiale, de ne pas évoquer, fût-ce évoquer, le fait qu'il y a eu des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs marocains, qui étaient là, qui ont donné de leur sang pour sauver notre pays. Si vous ne le dites pas, vous ne permettez pas à ce que les gens de ces origines-là puissent se valoriser et voir voir en quoi ils ont contribué, leurs racines ont contribué à la construction de ce pays. Donc il faut aussi travailler sur le contenu, sur le déroulement du cursus scolaire. Et puis il faut également travailler sur la formation des élèves bien entendu, mais des enseignants aussi. Il y a beaucoup de... Si les enseignants ne prennent pas garde, même en étant de bonne foi, ils peuvent commettre des impairs, mal interpréter des réactions de leurs élèves parce qu'ils sont dans des schémas culturels différents. Donc là, il faut aussi bien travailler à ce niveau-là. On n'enseigne pas le français à un enfant issu de l'immigration comme on enseignera à quelqu'un qui est franco-francophone depuis 13 générations. Il faut des pédagogies spécialisées, ça existe, ça court les rues, mais on ne les applique pas. Eh bien, le département de français et langues étrangères existe à l'Université de Liège depuis seulement 8 ans. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'immigrés, n'est-ce pas, à Liège? Il faut absolument lutter contre les tendances normalisatrices des écoles. Cette norme devant laquelle les gens ne sont pas égaux. Eh bien, il faut lutter contre ces tendances normalisatrices, de façon aussi à apaiser les craintes des parents d'être absorbés, et assimilés par l'école. Que les parents arrêtent de voir l'école comme une machine de vol d'enfants, de voleurs culturels, de façon à ce qu'ils puissent faire confiance aussi dans cet établissement et vraiment entrer dans dans une interaction. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi apaiser les craintes du corps enseignant ou de la structure plus globalement par rapport au sentiment d'envahissement. Eh bien, on va perdre notre culture, on va être envahi, voilà, les Marocains apportent la saleté, etc., etc. Eh bien, pour en finir avec ces questions-là, je pense que toute cette technique d'hétérogénéisation est quelque chose d'extrêmement important. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais je n'ai pas le temps de détailler les méthodologies qui pourraient se faire, mais nous ne manquons pas d'outils, on n'est plus dans un monde de pédagogie naïve, on a des outils par rapport à tout ça. Faut-il encore créer le pont entre les réalisations de la recherche appliquée et la véritable application? Et là, parfois, le pont n'est pas toujours. Merci de votre attention. Vous savez que les élections régionales et communautaires et européennes auront lieu en juin 2009. Et donc, on s'est concentré pour essayer de préparer, de formuler en fait nos réflexions en propositions politiques. Nous venons d'aboutir à ce travail puisque notre Assemblée générale vient d'adopter nos priorités politiques en matière d'enseignement. Et maintenant, nous allons faire campagne, nous allons faire lobby, nous allons trouver tous les partis démocratiques qui vont se présenter aux élections et les convaincre de nos propositions de manière à ce que demain, quels que soient les partis qui monteront au gouvernement, et puissent, dans l'accord de gouvernement, veiller à prendre le maximum de nos revendications.